Hey, salut tout le monde, c'est MCU Geek, et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Thor. Je vais faire une série de 4 vidéos qui vont donc parler du dieu du tonnerre, et voici la première. Donc les 4 vidéos traiteront tous de Thor, mais seront différentes. Certaines seront plus théories, d'autres plus concrètes, enfin vous verrez. Passons donc au sujet d'aujourd'hui, où je vais analyser l'évolution de Thor, et vous expliquer pourquoi le Thor d'Endgame est un bon Thor. Ne perdons donc pas plus de temps, commençons. Avant de nous intéresser au Thor d'Endgame, j'aimerais retracer son évolution dans les autres films. Commençons donc avec le premier film où il apparaît, Thor 1. Au début de ce film, Thor est arrogant et prétentieux. Il n'a jamais rien vécu de difficile et a toujours été admiré, vu qu'il est le descendant d'Asgard, qu'il est le dieu du tonnerre et qu'il possède une des armes les plus puissantes d'Asgard, Mjolnir. Seulement les géants des glaces ont interrompu son couronnement et Thor décide donc de leur déclarer la guerre. Suite à cette action irresponsable, Odin décide de bannir Thor et d'enchanter son marteau. Il faut désormais être digne pour pouvoir porter et se servir du marteau. Thor est donc exilé sur Terre où il va rencontrer Jane et apprendre l'humilité. Il deviendra digne lorsqu'il se sacrifiera contre le destructeur. Thor retournera donc sur Asgard mais ne deviendra pas roi, car il ne se sent pas prêt. Un an plus tard, en 2012, Thor retourne sur Terre en apprenant que son frère est encore en vie. Il rencontrera sur Terre plusieurs super-héros et ensemble ils combattront contre Loki et les Chitauri, sous le nom des Avengers. Ensuite arrivent les événements de Thor 2, dans lesquels Thor va combattre les Elfes Noirs et à la fin restera sur Terre. C'est durant ce film que Frigga, la mère de Thor, va mourir. Il rejoindra ensuite en 2015 à nouveau les Avengers pour combattre Hydra, puis Ultron. Ce sera durant ces événements que Thor aura des visions sur les pierres de l'infini et le Ragnarok. Il fera donc plusieurs voyages dans les 9 royaumes, jusqu'à Surtur. Ensuite, nous avons le film Thor Ragnarok, où les événements s'enchaînent. Tout d'abord, Thor apprend qu'il a une grande sœur maléfique, Hela, et apprend plus tard qu'Odin n'était pas tout sage, qu'il est même parti à la conquête des 9 royaumes avec Hela. Ensuite, Mjolnir est détruit, et Thor est envoyé sur Sakaar. À la fin du film, Thor reviendra sur Asgard et apprendra qu'Hela a tué plein de soldats, dont certains amis. Ensuite, Thor perdra un œil et sera forcé de déclencher le Ragnarok pour tuer Hela. Le royaume d'Asgard est donc complètement détruit sous les yeux de Thor. Tous les Asgardiens se dirigent vers la Terre, mais se font intercepter au début d'Infinity War par Thanos. Celui-ci laisse échapper la moitié des Asgardiens et tue l'autre moitié. Ensuite, il tue encore Loki et Heimdall sous les yeux de Thor, impuissant. Thor ira donc se forger une nouvelle arme pour se venger de Thanos sur Nidavellir. Il apprendra là-bas que Thanos a également tué tous les nains, sauf Eitri à qui il a coupé les mains. C'est donc par la suite avec sa nouvelle arme Stormbreaker que Thor va sur Terre combattre Thanos. Il arrive au dernier moment et enfonce sa hache dans le torse de Thanos. Cela n'empêche quand même pas Thanos à claquer des doigts et ensuite à s'enfuir à travers un portail. La moitié de l'univers est donc décimée et Thor se sent coupable. Le Thor d'Endgame a beaucoup été critiqué. Certains pensent qu'il a été rétrogradé, qu'ils l'ont rendu faible et inutile et que c'est une mauvaise évolution. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi je pense que Thor d'Endgame est logique et très cohérent. Déjà, retraçons les faits. Thor a d'abord perdu sa mère, puis son père, puis son arme divine, ensuite Loki et Heimdall, tués devant ses yeux, et pour finir encore la moitié de l'univers. Lui et Wanda sont les personnages qui ont le plus de raisons de devenir dépressifs. Et pour Thor, c'est ce qui est arrivé. Il a perdu toute sa famille et 3/4 de son peuple. Il a donc une grande haine envers Thanos et a voulu prendre sa revanche avec Stormbreaker. Et là déjà, on a un point que beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi Thor n'a pas visé la tête? Il aurait pu viser la tête et tuer Thanos, mais il a préféré le faire souffrir et bien lui montrer qu'il a perdu. C'est donc cette erreur monumentale qui fera croire à Thor qu'il est coupable de ce qui est arrivé et qui déclenchera sa dépression. Au début d'Endgame, les Avengers apprennent que Thanos a détruit les pierres et ensuite Thor tue Thanos, d'un coup direct à la tête, contrairement à Infinity War. Mais Thor n'éprouve aucun plaisir à tuer Thanos. Il sait que c'est trop tard. Même durant le casse temporel, il n'a aucun espoir. Il participe à peine à la mission et ce n'est que lorsqu'il reverra sa mère qu'il sera à nouveau motivé. Il tendra le bras et Mjolnir viendra à lui, réjouissant Thor qui ne savait pas s'il était encore digne. Ceci nous montre bien que ce qui nous arrive et nos problèmes ne nous rendent pas indignes. Thor aura ensuite un nouveau espoir et se portera même volontaire à claquer des doigts. Contrairement à ce que certains pensent, Thor n'est donc pas devenu faible dans Endgame. Certes, il est moins en forme physiquement que dans Infinity War, mais avec ses deux armes, Stormbreaker et Mjolnir, il est bien plus fort que jamais. Ensuite, il y en a beaucoup qui pensent que Thor d'Endgame ne ressemble plus à Thor, qu'il n'est pas fidèle à ce qu'on connaît. Eh bien, je vous invite à regarder quelques concepts de ce à quoi ressemble Thor dans la mythologie nordique. Thor n'a jamais autant ressemblé à un dieu nordique que dans Endgame, une longue barbe et du ventre, un véritable look de viking.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère donc que maintenant vous comprenez pourquoi le Thor d'Endgame est cohérent et n'est pas faible. Je vous invite à laisser un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était MC Geek. Ciao.